Au Moyen Âge, la chaleur n'était pas une denrée facilement accessible pour les gens, en particulier pour ceux de la classe supérieure. Transformer leur demeure en havre douillet exigeait une pensée inventive et une utilisation judicieuse des ressources disponibles. Malgré les conditions glaciales puis à l'extérieur, ils veillaient avec diligence à ce que leur maison reste chaude. Mais ne vous y trompez pas, ce n'étaient pas vos cheminées contemporaines confortables, où la chaleur est convoquée d'une simple pression sur un bouton. C'étaient des entités colossales et voraces, qui consommaient dans le bois avec la véracité d'adolescents dévalisant un réfrigérateur. Je n'exagère pas en disant que certains foyers brûlaient plus de 150 bûches par semaine. C'est assez de bois pour construire une petite cabane, simplement pour maintenir la chaleur pendant 7 jours. Le point central de tout château de noble n'était pas un trône orné ou des portraits d'ancêtres au visage sévère. C'étaient ces immenses cheminées. Des serviteurs défavorisés parcouraient les forêts, ramassant du bois comme si leur survie en dépendait, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Les approches ingénieuses pour rester au chaud reposaient sur l'alimentation assidue de ces behémoths cracheurs de feu. Maintenant, vous pourriez supposer que posséder une cheminée signifiait habiter dans un paradis tropical. Mais vous vous tromperiez. Même avec ces brasiers rugissants, les châteaux restaient suffisamment froids pour y conserver de la crème glacée, si elle avait déjà été inventée. La chaleur émanant de ces cheminées était comparable à cet ami qui garde toutes les collations pour lui. Elle restait obstinément localisée. Cela signifiait que les nobles médiévaux jouaient Sanjat essentiellement à un jeu perpétuel de chaises musicales. Sauf qu'au lieu de la musique qui s'arrête, ils poursuivaient des poches de chaleur. Mais c'est ici que leur ingéniosité brillait vraiment. Ils comprirent que la fumée ne devait pas simplement s'attarder comme un invité indésirable. Par conséquent, l'invention des cheminées fut une innovation transformatrice. Enfin, on pouvait respirer et être quelque peu au chaud simultanément. Révolutionnaire. Parlons d'être ingénieux avec ce que l'on avait. Les individus vraiment riches devinrent encore plus sophistiqués. Ils établirent ce que j'aime appeler des autoroutes de la chaleur à travers leur château en installant plusieurs cheminées. Les pièces cruciales étaient stratégiquement positionnées près de ces sources de chaleur, tandis que les zones moins vitales, eh bien, disons que si vous étiez un noble médiéval et que quelqu'un proposait une réunion dans la tour nord en janvier, il n'était probablement pas votre allié. Cette répartition stratégique des cheminées était leur interprétation du chauffage multizone contemporain. Certes, au lieu d'appuyer sur des boutons sur un thermostat, il fallait persuader plusieurs serviteurs de transporter continuellement du bois en haut de nombreux escaliers. Et la beauté de tout cela, c'est que ces cheminées n'étaient pas uniquement destinées au chauffage. Elles évoluèrent pour devenir l'équivalent médiéval des réseaux sociaux, où tous les potins les plus croustillants circulaient. Tout le monde se rassemblait autour d'elles, échangeant des récits, se lamentant probablement sur le temps. Certaines choses sont éternellement constantes, tout comme le fait de trouver des moyens inventifs pour feindre le confort, alors que leurs postérieurs nobles étaient probablement gelés, tout en se délectant de cette étreinte perpétuelle de confort qu'ils s'efforçaient si intensément de maintenir. Tandis que les cheminées assuraient que les espaces communs restaient raisonnablement chauds, l'heure du coucher présentait ses propres défis glaciaux. Les nobles médiévaux, cependant, n'allaient pas permettre à un inconvénient mineur, comme des températures glaciales, de compromettre leur sommeil réparateur. Leur chambre à coucher s'apparentait au premier spa de sommeil de luxe du monde, sans les soins pour les yeux au concombre, mais avec une abondance de plumes. Laissez-moi vous décrire ces lits. Nous parlons ici d'un confort digne d'un nuage. Les riches remplissaient leurs matelas avec les plus exquises plumes de duvet que l'argent pouvait acheter. Un lit de noble pouvait contenir des plumes provenant de plus de 100 oiseaux. Pas étonnant qu'ils dormaient jusqu'à midi. Je ne voudrais pas non plus quitter ce sanctuaire moelleux. Le vrai génie résidait dans les couches. D'abord, il y avait la laine et les vêtements de nuit, car rien n'évoque de doux rêves comme le fait d'enfiler un mouton. Puis venaient les couvertures. Pas une, pas deux, mais parfois jusqu'à 7 couches de lourdes couettes en laine. Au moment où l'on finissait de les superposer, le simple fait de se mettre au lit était probablement le principal effort physique de la journée. Mais voici ma touche personnelle préférée.
la bassinoire. Avant de se retirer pour la nuit, les serviteurs utilisaient ces poêles en métal remplis de charbon ardent et les glissaient entre les draps, comme une bouillotte médiévale. Évitez simplement de vous retourner trop brusquement, sinon vous pourriez faire l'expérience de plus qu'un simple lit chaud. Un faux pas et vous vous retrouviez soudainement engagé dans une version médiévale du jeu. Le sol est en lave. La pièce de résistance était le lit à baldaquin, avec ses lourds rideaux. Ceux-ci n'étaient pas simplement décoratifs ou pour l'intimité. C'étaient essentiellement des sacs de couchage médiévaux. Une fois ces rideaux tirés, vous habitiez votre propre cocon de chaleur miniature. De plus, ils étaient remarquablement efficaces pour étouffer le bruit des dents qui claquent. Et ne parlons même pas des tapis. Ce n'étaient pas vos tapis Ikea ordinaires. C'étaient de sérieux investissements dans le confort des pieds. Car soyons honnêtes, rien ne brise un matin douillet plus vite que de poser ses pieds nus sur un sol en pierre qui donne l'impression d'avoir stocké de la glace depuis l'hiver précédent. Les riches importaient des tapis exotiques de terres lointaines, créant ainsi ce qui pourrait être le premier système de chauffage par le sol de l'histoire. Maintenant, les nobles médiévaux entretenaient des colocataires plutôt non conventionnels lorsqu'il s'agissait de préserver la chaleur. Les chats n'étaient pas seulement d'adorables compagnons se prélassant près du foyer. C'étaient des bouillottes vivantes et ronronnantes. Mais les véritables héros méconnus étaient les plus grands animaux. Certains nobles invitaient en fait leur bétail à l'intérieur pendant l'hiver. Parlait d'un rassemblement intérieur exclusif. Des études indiquent qu'une seule vache pouvait élever la température de 5 à 10 degrés dans son voisinage immédiat. Les nobles médiévaux possédaient essentiellement leur propre système de chauffage portable, bien qu'avec plus de meuglement. Avant que vous ne plissiez le nez de dégoût, ils n'étaient pas entièrement barbares à ce sujet. Ces chauffages à 4 pattes occupaient par leur propre zone désignée. En parlant de laine, les nobles médiévaux ne défilaient pas exactement sur les podiums de la mode dans leur tenue d'hiver. Mais ils savaient certainement comment s'habiller pour réussir, si le succès se définit comme le fait d'éviter de se transformer en glaçons humains. Leur stratégie vestimentaire était fondamentalement plus c'est plus. Et ils élevèrent la superposition à un tout nouvel art. Commençant par la couche la plus intérieure, ils enfilaient des sous-vêtements en lin. Oui, même les nobles possédaient des sous-vêtements médiévaux. Mais contrairement à nos basiques en coton, ceux-ci étaient spécialement conçus pour emprisonner l'air près du corps. Venaient ensuite les tuniques et les robes en laine, fréquemment façonnées à partir de la plus belle laine de mouton que l'argent pouvait acheter. Fait amusant, une seule tenue d'hiver de noble pouvait utiliser la laine provenant de jusqu'à 5 moutons. Et ce n'étaient pas vos pulls qui grattent typiques. Nous parlons de vêtements si exquisément confectionnés que certains ont survécu dans les collections de musées jusqu'à ce jour. Les véritables pièces maîtresses étaient leurs couches extérieures. Les nobles riches se drapaient de fourrure et de velours qui susciteraient l'envie de n'importe quel passionné de mode contemporain. Les manteaux doublés de fourrure n'étaient pas simplement des symboles de statut, c'étaient essentiellement des couvertures mobiles. Et quand je dis fourrure, je ne parle pas d'une simple garniture ici et là. Ces manteaux étaient souvent doublés de plusieurs fourrures de renard ou de martre, créant un microclimat douillet pour leurs porteurs privilégiés. Mais c'est ici que cela devient vraiment ingénieux. Leurs vêtements étaient en fait conçus pour la chaleur. Les couturières et les tailleurs de l'époque s'apparentaient à des ingénieurs thermiques médiévaux. Ils concevaient des vêtements ajustés à des points stratégiques, créant des poches d'air qui emprisonnaient l'air chaud près du corps. C'était comme posséder un effet de serre personnel, sans les préoccupations environnementales. Le velours servait de contrepartie médiévale
au tissu de performance d'aujourd'hui. Ces poils denses emprisonnaient l'air et offraient une isolation exceptionnelle. Un noble portant une robe de velours doublée de fourrure se promenait essentiellement dans l'équivalent médiéval d'une combinaison spatiale de la NASA, bien que sans le casque et avec considérablement plus de broderie. L'aspect vraiment intelligent était la façon dont ces tenues s'étaient conçues pour fonctionner en synergie avec toutes leurs autres méthodes de chauffage. Ces couches fonctionnaient parfaitement lorsqu'on était assis près d'une cheminée, n'entravaient un peu pas les mouvements lorsqu'on se blottissait dans leur lit de plumes, et bénéficiaient en fait de la chaleur ambiante fournie par leur système de chauffage animal intérieur. Les nobles Kaer ressemblaient peut-être à des ponts trop rembourrés, mais c'étaient des ponts trop rembourrés et bien au chaud. Et n'oublions pas les accessoires. Des gants doublés de fourrure, des bottes rembourrées de laine et des capuches qui susciteraient l'envie de n'importe quel aficionado des sweats à capuche modernes. S'habiller le matin ressemblait probablement à la préparation d'une expédition arctique. Mais au moins, ils avaient l'air fabuleux tout en restant au chaud. Bien que cela soulève la question, comment parvenaient-ils à consommer de la soupe sans tremper par inadvertance leurs manches doublées de fourrure dedans? Lorsqu'il s'agissait de maintenir la chaleur du château, les constructeurs médiévaux étaient de véritables génies pour jouer sur le long terme. Ces murs de pierre massifs n'étaient pas uniquement destinés à repousser les armées d'invasion. C'étaient des batteries thermiques médiévales, construites jusqu'à 12 pieds, environ 3,6 mètres d'épaisseur dans certains cas. C'est l'équivalent de la hauteur de 2 hommes de grande taille, debout, l'un sur les épaules de l'autre. Ces murs accomplissaient quelque chose de remarquable. Ils absorbèrent la chaleur pendant la journée comme une éponge de pierre et la restituaient progressivement la nuit. Les pierres n'étaient pas non plus choisies au hasard. Les constructeurs choisissaient délibérément des pierres denses connues pour leur rétention de chaleur supérieure, surpassant même la ténacité de votre grand-mère à s'accrocher aux recettes familiales. Pendant les jours d'été, ces murs se réchauffaient sous les rayons du soleil. Et à la tombée de la nuit, ils irradiaient cette chaleur dans les pièces. En hiver, ils captaient toute la chaleur qu'ils pouvaient glaner de ces cheminées rugissantes dont nous avons parlé plus tôt. Les fenêtres, eh bien, elles s'apparentèrent plutôt à des meurtrières avec des rêves de grandeur. Les nobles médiévaux n'étaient pas particulièrement friands des baies vitrées, principalement parce qu'ils n'avaient pas encore maîtrisé la production de grandes vitres, mais aussi parce qu'ils comprenaient que de plus grandes fenêtres équivalaient à une plus grande perte de chaleur. Leurs fenêtres étaient petites et stratégiquement positionnées, généralement sur les murs orientés au sud où elles pouvaient capter le plus de lumière solaire. C'étaient comme des panneaux solaires avant que les panneaux solaires ne soient à la mode. Sauf qu'au lieu de générer de l'électricité, elles laissaient entrer une chaleur précieuse. Les constructeurs employaient une autre technique astucieuse. Ils construisaient ces fenêtres avec un léger angle. L'ouverture extérieure était plus étroite que l'intérieur, ce qui signifiait que moins d'air froid pouvait s'infiltrer, mais que la lumière du soleil pouvait se disperser plus largement une fois entrée dans la pièce. C'était comme posséder un système de projecteur médiéval. Sauf qu'au lieu d'éclairer des artistes, il mettait en lumière le fait que les architectes médiévaux connaissaient vraiment leur métier. Les murs étaient si substantiels que les gens plaisantaient en disant que même les ragots peinaient à les traverser. Mais cette épaisseur signifiait que l'on pouvait se tenir à côté d'un mur pendant une tempête d'hiver, et il serait à peine plus frais que le reste de la pièce. Pas si mal pour des individus qui manquaient de manuels de physique ou de caméras thermiques. En parlant d'assurer le confort de haut en bas, les nobles médiévaux ne se concentraient pas uniquement sur les murs. Ils levaient à bas les yeux et se demandaient « Hé, et le toit ?» Leur solution, les toits de chaume, était essentiellement l'équivalent médiéval d'un bonnet d'hiver pour leur maison.
Nous parlons d'épaisses couches de paille ou de roseau, tassées si densément qu'on pouvait à peine y insérer un doigt. Ce n'étaient pas non plus de simples coupes d'herbe basiques pour les maisons. Ils emprisonnaient l'air chaud qui tentait de s'échapper vers le haut et empêchait l'air froid de s'infiltrer vers le bas, fonctionnant comme le papier bulle de la nature. La beauté de tout cela, c'est que ces toits étaient étonnamment intelligents. En été, ils repoussaient de l'air chaud et en hiver, ils retenaient l'air chaud. C'est comme s'ils avaient inventé la climatisation bien avant que le concept de climatisation n'existe. De plus, lorsqu'il pleuvait ou neigeait, l'eau s'écoulait facilement au lieu de s'infiltrer, prouvant que parfois les solutions les plus simples sont en effet les plus efficaces. Et voici une anecdote fascinante. Un toit de chaume bien entretenu pouvait durer jusqu'à 60 ans, plus longtemps que de nombreux toits modernes aujourd'hui. Bien que je suppose que lorsque l'alternative était d'endurer un hiver glacial, vous vous assuriez que le travail était exécuté correctement du premier coup. Tandis que ces toits de chaume douillet empêchaient la chaleur de s'échapper vers le haut, les nobles médiévaux conçurent une autre stratégie brillante pour maximiser chaque iota de chaleur qu'ils pouvaient acquérir. Ils transformèrent l'hiver en saison des fêtes. Ils découvrirent quelque chose que les étudiants dans des dortoirs exigus redécouvriraient plus tard. La chaleur corporelle est un chauffage gratuit. Mais contrairement aux rassemblements bondés contemporains, les événements sociaux médiévaux étaient décidément plus raffinés. Enfin, la plupart du temps. Les grandes salles des châteaux médiévaux accueillaient fréquemment des rassemblements où des dizaines de personnes convergeaient. Et pas uniquement pour des conversations stimulantes. Les scientifiques d'aujourd'hui nous informent qu'une seule personne génère à peu près la même quantité de chaleur qu'une ampoule de 100 watts. Maintenant, multipliez cela par 50 ou 60 personnes dans une grande salle et vous avez essentiellement créé un système de radiateur médiéval alimenté par les ragots et le vin. Ces rassemblements n'étaient pas simplement des initiatives de chauffage participatives aléatoires. Les nobles organisaient des festins élaborés qui pouvaient s'étendre sur des heures, entre la chaleur corporelle collective, les feux rugissants et toute la nourriture chaude servie. Ces fêtes pouvaient élever la température d'une grande salle de plusieurs degrés. Ajoutez-y un peu de danse, car rien ne vous réchauffe comme tenter une gigue médiévale vêtue de 7 couches de laine. Et vous aviez un véritable appareil de chauffage. L'intelligence résidait dans la façon dont ils structuraient ces rassemblements. Réunions importantes ? Programmez-les pour la partie la plus froide de l'hiver. Grand festin ? Faites-en un événement extravagant de plusieurs jours en janvier. Soudain, être un papillon social ne consistait plus seulement à maintenir son statut social. Il s'agissait de maintenir sa température corporelle centrale. Les musiciens jouaient, les conteurs partagèrent des récits, et tout le monde riait un peu plus bruyamment que ce qui était strictement nécessaire. Après tout, une augmentation du mouvement équivaut à une augmentation de la production de chaleur. Les vrais experts comprenaient qu'un débat animé sur la politique ou la nouvelle tapisserie des voisins pouvait réchauffer une pièce plus rapidement que n'importe quelle cheminée. Les nobles médiévaux fonctionnaient essentiellement avec un chauffage alimenté par le drame. Et le meilleur, c'est que personne n'avait à se sentir gêné de s'attarder trop longtemps à ces rassemblements. Après tout, ils n'étaient pas socialement maladroits. Ils contribuaient au système de chauffage communal. C'était essentiellement la conscience environnementale médiévale à son apogée. Mais certains nobles ne se contentaient pas de la chaleur corporelle et des cheminées. Les vraiment opulents installaient ce que j'aime appeler le système de chauffage par le sol médiéval, l'hypocauste. Pensez-y comme le prédécesseur médiéval du chauffage par le sol radiant contemporain, juste avec plus de fumée et considérablement plus de travail manuel. Le système était remarquablement simple. Un fourneau chauffait de l'air qui circulait à travers des espaces creux sous les planchers
et parfois à l'intérieur des murs. Imaginez-vous promener sur des carreaux chauds en plein hiver. Assez luxueux pour l'époque médiévale, n'est-ce pas? Les sols chauffés irradiaient la chaleur vers le haut, créant une ambiance douillette que même ces nobles fêtards enviaient. Bien sûr, entretenir un hippocauste n'était pas exactement une promenade de santé dans un parc chaud. Cela exigeait une attention constante de la part des serviteurs qui devaient maintenir le fourneau alimenté et enlever la suie. Mais pour ceux qui pouvaient se le permettre, posséder des sols chauds était le summum du luxe médiéval, comparable à avoir des sièges de voitures chauffants dans un monde de bancs en bois. En parlant de maintenir la chaleur par le bas, tandis que certains nobles chauffaient leur sol avec l'hypocauste, la source de chaleur préférée de tous provenait de la cuisine du château. Ce qui est ingénieux, c'est la façon dont ils maximisaient la chaleur générée par la cuisson. Les ragoûts et les soupes n'étaient pas seulement des choix culinaires populaires parce qu'ils étaient nourrissants. Ces plats nécessitaient des heures de cuisson lente, ce qui signifiait que le feu de la cuisine restait allumé pendant de longues périodes. Les nobles inventèrent essentiellement la première mijoteuse de style médiéval. Et ces pierres chauffées utilisées pour la cuisson, elles étaient réutilisées, jetées dans des récipients à boire pour réchauffer le vin ou la bière, créant ainsi le premier programme de boissons chauffées au monde. La cuisine était si constamment chaude que les serviteurs s'y glissaient souvent, simplement pour décongeler leurs doigts gelés au milieu des feux de cuisson constants, des pierres chaudes et de la vapeur s'échappant des marmites frémissantes. La cuisine ressemblait à un spa médiéval, juste avec plus d'oignons et considérablement moins d'aromathérapie. Les stratégies employées par les individus de la classe supérieure médiévale pour chauffer leur maison étaient remarquablement inventives, mêlant harmonieusement l'aspect pratique aux ressources facilement disponibles.